Un micro, non? Bien. Bonjour. Avant de faire cette petite présentation, je voulais juste vous dire que dans ce petit court temps qui m'est imparti, on n'a aucune prétention de présenter la révolution russe. Hein. Pas du tout, c'est simplement une analyse que l'on a commencé à faire sur cette question-là. On ne va pas rentrer dans les détails, les faits, mais plutôt un aspect général. Alors, pour aussi introduire cette petite présentation, je voulais remercier les camarades de Vénissieux, parce qu'ils nous invitent chaque année pour exposer nos travaux et tout ça. Ils nous diffusent dans différents endroits. Et je voudrais les remercier tout particulièrement aujourd'hui, parce que faire une commémoration de la Révolution russe, c'est quelque chose qui nous paraît primordial. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits, et plus particulièrement en France. On n'a pas des commémorations d'une grande importance, et surtout la plupart du temps, ces commémorations, elles sont là pour nier le contenu réel de cette révolution. Donc je pense qu'il faut les remercier et les applaudir, parce que pour organiser quelque chose comme ça sur la révolution russe, c'est déjà quelque chose d'important. Merci à vous. Alors, si nous croyons, si nous savons plutôt qu'il y a une possibilité de changement de société aujourd'hui, d'une possibilité d'une société sociale, du socialisme, puisqu'on va en parler aujourd'hui, c'est pas dans nos têtes qu'on a ça. C'est bien parce que la contradiction fondamentale du capitalisme pousse à cette idée du socialisme. Alors je vous fais juste le rapport à cette contradiction fondamentale. Souvent, on prend la contradiction fondamentale du capitalisme comme étant simplement la contradiction entre les prolétaires et le capitaliste, ou entre le travail et le capital. Or, il faut aller à la base de ce que dit Marx pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette contradiction du capital, et elle est bien dans son premier chapitre dans le Capital sur la marchandise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que le socialisme, c'est pas dans la tête. C'est quelque chose qui est concret, parce que ça provient du fait que le régime lui-même va se transformer, ou pourra se transformer si on met les moyens derrière. Donc, il faut, pour nous, en tant que journal, amener cette idée que les révolutionnaires russes se sont inspirés aussi des socialistes avant eux. C'est-à-dire, on y reviendra tout à l'heure, ils sont dans la droite lignée de Vidal, de Blanqui, de Louis Blanc et autres révolutionnaires, et autres socialistes. Hein. Alors, pour nous, il faut éclairer les tâches dans l'analyse de cette révolution, dans un sens historique, premièrement, et en comprenant les enjeux réels de la période. Parce que, comme disait Gramsci, la période doit être analysée en fonction de la disposition des forces de classe, en fonction de l'état de la société. Il y a des phases aussi qui sont ascendantes ou descendantes. Alors, je tenais à préciser tout de suite, même si j'y reviendrai après, que dans la présentation de cette révolution, il faut surtout dire que c'est une révolution qui en suivent d'autres. Il y en a d'autres avant, mais celle-là marque un point important. Donc c'est un processus révolutionnaire d'ensemble qu'il faut voir, qui ne peut se comprendre que sur plusieurs décennies, et il se présente à la fois comme un aboutissement de quelque chose, mais aussi comme un point de départ. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui signifie concrètement qu'on ne peut comprendre la révolution russe d'octobre 1917 sans faire le lien avec celle de février de 17, sans faire le lien avec celle de 1905, mais aussi qui prennent en compte les influences des autres révolutions, particulièrement la Révolution française et d'autres révolutions en Europe. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ce n'est que pour nous, en tant que journal germinal, que par un travail d'analyse qui concerne cette révolution russe ou tout autre événement historique, que l'on peut aujourd'hui dégager le possible historique d'une reprise de l'initiative des classes populaires. Ce n'est que par cette analyse qu'on peut le faire. Et pourquoi? C'est pour s'emparer de la direction de la société. Comme disait Pierre-Alain, il faut avoir un but, c'est bien s'emparer de la direction de la société. Et tout ça, c'est pas uniquement pour les prolétaires, mais pour toute la société, pour l'ensemble de la société. Voilà, pour conclure sur cette petite introduction, je voulais juste signaler que donc on a fait plusieurs travaux d'analyse sur la question, qu'on a commencé à publier donc dans notre journal. Il y a une première partie,
Et on pense qu'il est très important de s'attacher au texte de base des révolutionnaires russes. Je vous donne un exemple. Sur la révolution 1905, il y a un texte de Lénine sur les deux tactiques. Je crois que si on aborde ce texte avec une analyse propre, on comprend l'importance de cette question. Est-ce que la révolution bourgeoise doit être dirigée par le prolétariat ou pas? Et si on répond, comme Lénine, à cette question, oui, eh ben, on pourra faire la révolution prolétarienne de octobre. Sinon, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que journal d'analyse, on pense qu'il faut s'attacher au texte de base. Alors, pour cette petite présentation, donc, on est sur la révolution d'octobre. Pour commencer, je dirais que la révolution d'octobre, pour nous, ce n'est pas du tout un coup d'État, ce n'est pas du tout une révolte, ce n'est pas du tout un accident. Bien au contraire. Il y a beaucoup de journaux, beaucoup de commémorations qui voudraient nous laisser la révolution russe comme un accident de l'histoire, comme un soulèvement. Mais non, c'est bien plus. C'est une révolution. Révolution au sens de changement radical des fondements du régime. On ne peut plus revenir en arrière après cette révolution. Quelles que soient les réactions, on ne pourra plus revenir complètement en arrière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cette révolution, elle est dans l'ordre du politique et dans l'ordre du social avant tout. Cependant, si on veut tirer quelques enseignements de cette révolution, il faut se replacer dans le sens d'un processus révolutionnaire d'ensemble. Et ce sens, on le voit parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'une révolution a ouvert la voie à un processus général de transformation sociale d'ensemble. Ce processus n'est pas que le commencement, il est aussi l'aboutissement en Russie d'un mouvement révolutionnaire. Mais pas seulement, il y en a qui aimeraient bien l'arrêter là, mais il est aussi le départ d'un processus historique de longue durée. Même si elle survient en Russie, cette révolution, c'est pas un événement inattendu. Elle est sûrement pas détachée du mouvement historique d'ensemble. Elle fait partie des révolutions que l'on dit des classes modernes, c'est-à-dire le prolétariat contre le capitalisme. C'est une révolution moderne. Et elle s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans le sillage d'autres mouvements. Elle s'inscrit dans le sillage de la Révolution française. Les révolutionnaires de l'époque étaient très à même de parler de cette révolution et de s'en inspirer. Elle est aussi donc inspirée des révolutions populaires d'Europe, mais la chose que l'on oublie souvent, c'est qu'elle est aussi dans le sillage de l'essor du mouvement ouvrier et socialiste dans les divers pays du continent européen. On est, comme je le parlais tout à l'heure dans les phases de Gramsci, à cette époque-là, qui est la grosse différence d'aujourd'hui, c'est que le mouvement ouvrier était en ascendance. Et la révolution russe est dans ce sillage-là. C'est pour ça que cette révolution, elle a une importance mondiale. Dès 1905, Kautsky disait « La révolution russe participe des grandes révolutions des classes modernes qui se sont succédées durant 4 siècles en tant que mouvement d'ébranlement du monde ancien. » Celle de 1905, il la posait déjà comme ça. Et celle de 1917, c'est la même chose. C'est en ça qu'elle a une importance mondiale, parce que c'est des révolutions modernes où des classes modernes, prolétariat et capitalistes, sont en lutte. Donc, on peut se poser la question de la portée universelle. Pourquoi elle a une portée universelle, cette révolution ? Parce qu'elle a une influence sur le cours de l'histoire mondiale. Tous les pays vont devoir faire avec cette révolution. Il y a une influence sur les classes populaires et il y a une influence sur les mouvements de libération des peuples. C'est pour toutes ces raisons, parce qu'elle est réellement universelle, qu'il faut placer la révolution russe dans une continuité de l'histoire. On ne peut pas le prendre comme un événement, mais bien comme une continuité dans l'histoire. Et donc, on ne peut plus
passer sous silence. On ne peut plus faire silence sur son contenu, sur sa portée en termes de bouleversement de tous les rapports sociaux et des rapports de classe, et on ne peut plus passer sous silence le fait qu'elle met des barrières au déploiement du capitalisme. C'est une révolution qui va empêcher le capitalisme de se déployer. Alors, on peut se poser quand même une question face à ça. C'est qu'est-ce qui atteste de l'importance de cette révolution? Outre le développement du régime, outre le truc, il y a un aspect très important auquel on est tous confrontés, c'est la réaction universelle de condamnation. On le voit bien aujourd'hui, quelques commémorations qui ont lieu, on essaye de penser que les bolcheviks ont volé la révolution au peuple, ou alors que c'est un événement qui aurait dû s'arrêter à la révolution bourgeoise, il n'aurait jamais dû aller vers la révolution d'octobre. Donc il y a bien une réaction universelle de condamnation de cette révolution. Et surtout, cette condamnation, elle est sans jamais la situer au sein d'un processus d'ensemble. On veut l'arrêter à un événement. C'est pour cela qu'on passe sous silence, largement, sa signification. On passe sous silence la portée du processus de transformation, parce qu'après 1917, il y a eu une telle transformation, et on passe sous silence tous les enjeux historiques. Alors, pourquoi décrier une telle révolution 100 ans après? Pourquoi on veut faire croire que cette révolution n'était pas bien, que ça n'a rien apporté? Pourquoi? Pour répondre à ça, il faut se rappeler ce qui était dit par Marx dans le manifeste du Parti communiste, sur une phrase, le spectre qui hante l'Europe. Et bien là, on est dans la même chose, dans le même cheminement. Pourquoi le mouvement historique des classes populaires fait-il toujours aussi peur? Et pourquoi il suscite tant de haine? On a eu la même chose qui s'était passée à la Révolution française. La Révolution française a toujours été décriée, a toujours été dénoncée, et pendant plusieurs siècles. Et pas uniquement par les classes dirigeantes. Elle était aussi décriée par des classes qui avaient peur que cette révolution puisse aller au-delà du contenu bourgeois. On était d'accord pour qu'il y ait une révolution bourgeoise, mais on avait crainte que ça aille plus loin. Et c'est pour toutes ces raisons que la réponse à cette question, c'est bien qu'on veut reléguer ou prohiber toute prétention du peuple visant à résoudre des contradictions destructrices du capitalisme. On veut empêcher le peuple de prendre en main son destin. Et pour ne plus avoir la direction, pour ne plus avoir l'initiative. Parce qu'on a peur qu'il change le monde, en fait, ce peuple. Et on veut l'empêcher de voir, on veut l'empêcher de vouloir, et on veut l'empêcher de pouvoir, comme disait Staline. On a réellement besoin de l'empêcher d'être lui. Voilà, en bref, pour terminer, parce que j'avais dit que je ne serais pas plus d'un quart d'heure, je crois que tout grand bouleversement historique doit être considéré pour ce qu'il est. Un grand moment de l'histoire, et à considérer sous l'angle historique. Alors, même si des faits précis peuvent tomber sous le coup de la loi, encore faudrait-il savoir ce qui peut se proclamer juge, l'histoire ne doit surtout pas être judiciarisée. Ne pas analyser un grand bouleversement de l'histoire sur un terrain judiciaire, parce qu'on reste sur des chiffres, des choses, ça n'a pas de sens. Surtout qu'on ne replace jamais les choses dans le contexte. L'autre aspect qui est primordial, c'est qu'il faut se placer dans une logique d'un processus révolutionnaire d'ensemble pour apprécier la portée réelle du changement. Et, comme je le disais et je le redis encore, on a affaire à un aboutissement d'un processus, mais aussi au départ de quelque chose. C'est un processus qui va durer pendant plusieurs années et le monde va être bouleversé. Et ne pas perdre de vue, pour conclure, qu'on est dans une révolution qui est sur l'ordre du politique et du social avant tout. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup, Sylvain. Je crois qu'on peut l'applaudir pour son contenu et pour le timing. Excellent, Sylvain. On voit qu'il a du métier.